Le 25 octobre 1983, 2000 soldats américains débarquent sur l'île de Grenade pour empêcher que le parti marxiste prenne le pouvoir. « 1983 toujours. Pour fêter le premier anniversaire de la victoire britannique dans la guerre des Malouines, Margaret Thatcher se rend sur les îles du même nom. Visiblement, elle s'y amuse beaucoup. Lech Walesa, le président de Solidarnosc, reçoit le prix Nobel de la paix après 11 mois d'emprisonnement. À Beyrouth, le 24 octobre 1983, 2 attentats à la bombe tuent 269 soldats français et américains. Depuis le 3 février 1983, ce petit bâtiment, à 2 étages dans la banlieue nord de Londres, souffre de problèmes d'écoulement des eaux. Le 8 février, le locataire du premier étage appelle un plombier. Ce dernier détecte que le problème vient de l'extérieur et examine les égouts. Là, il découvre une étrange masse gélatineuse. Il appelle alors son patron et lui confie que la substance en question lui paraît être de la chair humaine. Le lendemain, le plombier revient sur les lieux avec son patron. Il constate avec surprise que la substance s'est volatilisée. Le plombier explique. La chose avait mystérieusement disparu de la bouche d'égout. En engageant son bras dans la canalisation, le plombier retire des morceaux de chair. L'inspecteur Peter Jay apporte ces débris à l'hôpital. Les examens confirment qu'il s'agit bien de chair humaine. Une locataire raconte à la police qu'elle a eu l'impression que Dennis Nilsson, son voisin, a déplacé la plaque d'égout la nuit précédente. Lorsque Nilsson rentre du bureau, l'inspecteur Jay l'attend devant chez lui. Quand il lui explique qu'on a retrouvé des débris humains, Nilsson semble surpris et même horrifié. Jay monte chez Nilsson en compagnie d'un autre inspecteur et d'un policier. Quand il demande à Nilsson où est le reste du corps, celui-ci répond après un court silence dans 2 sacs en plastique dans l'armoire à côté. L'odeur qui se dégage des sacs est éloquente. Jay n'a pas besoin de les ouvrir pour arrêter Nilsson sur le champ. Dans la voiture qui les emmène au poste, Jay demande « S'agit-il d'un cadavre ou de 2 ?»« De 15 ou 16, répond tranquillement Nilsson. Les interrogatoires qui se tiennent les jours suivants permettent d'en savoir plus sur cet homme qui revendique avec un tel calme autant de crimes. Dennis Andrew Nilsson est né le 23 novembre 1945 dans une petite ville d'Écosse. Son père, un soldat norvégien, a émigré en Écosse après l'invasion de son pays par les Allemands. En 1942, il épouse une jeune fille de la région. Mais les Nilsson ne vivront jamais ensemble et divorceront quelques années après. Dennis ne verra son père que rarement. C'est chez ses grands-parents maternels qu'il passe la plus grande partie de son enfance. Il reçoit d'eux une éducation très rigide. La sexualité, par exemple, est un sujet tabou. Alors que Dennis n'a que 6 ans, son grand-père est terrassé par une crise cardiaque. Il le tenait pour un héros. Et lorsque l'enfant découvre son grand-père dans un cercueil, on ne lui donne aucune explication. Il est possible qu'à ce moment, les représentations de l'amour et de la mort aient fusionné dans son esprit. C'est au moment de la puberté que Nilsson prend conscience de son attirance pour les garçons. Il se replie sur lui-même et à l'âge de 15 ans quitte l'école. En 1961, il s'engage dans l'armée où il est muté dans l'intendance. Sans doute attiré par le goût du morbide, Nilsson persuade un de ses camarades de se laisser photographier, étendu dans un champ comme s'il avait été tué au combat. Employé comme cuisinier, il devient rapidement maître dans l'art du dépeçage. L'armée lui permet de parcourir le monde. Sa première affectation a lieu en Allemagne de l'Ouest. En 1967, après un court séjour en Norvège, il est envoyé à Aden, au Moyen-Orient, où les Anglais luttent contre les révolutionnaires arabes. En 1969, il est muté à Berlin, puis se rend à Chypre.
Il y est chargé du mess des officiers. 1 an plus tard, il devient responsable des cuisines des sous-officiers de la garde royale de la reine en Écosse. Muté en Irlande du Nord, il décide de quitter l'armée après 11 ans de bons et loyaux services. Il ne supporte pas le rôle joué par les forces britanniques. En 1972, l'ex-caporal Nilsson devient agent de police. Là, il ne peut accepter de devoir arrêter les homosexuels, comme la loi de l'époque le demande. Il démissionne 2 ans après. En mars 1974, il devient fonctionnaire dans une agence pour l'emploi de Londres. En secret, chez lui, il se compose des masques mortuaires avec du maquillage, puis s'observe dans le miroir. Mais dans son emploi, il passe pour quelqu'un de consciencieux et travailleur. Il finit même par être nommé cadre, et ce, malgré son engagement syndical. Il est en effet devenu secrétaire de section du syndicat de la fonction publique et participe à de nombreux piquets de grève. À ses heures perdues, il promène son chien dans le cimetière de Highgate. Il aime les morts, donc les tombes, et plus encore celles de son maître à penser, Karl Marx. Un soir de 1975, il rencontre David Galichan, un jeune homme âgé de 20 ans. Ils emménagent ensemble à Cricklewood. 2 ans plus tard, Galichan quitte Nilsson qui vit cette rupture comme un abandon. Il ne supporte pas sa solitude. Lorsque fin 1981, il emménage à Muswell Hill, Nilsson a déjà commis de nombreux crimes. Plusieurs des jeunes hommes qu'il a ramenés chez lui ne sont jamais repartis. Et jusqu'à son arrestation en 1983, due à une imprudence quasi délibérée, Nilsson poursuit avec application son entreprise macabre. Lorsqu'il est arrêté, il est disposé à collaborer avec la police, mais ne se rappelle plus de tous ses crimes. Il fait remonter son premier crime au jour de l'an 1979. Ce matin-là, il se réveille aux côtés d'un jeune Irlandais qu'il a ramené chez lui durant la nuit, et avec lequel il n'a pas eu de rapport sexuel. Comme il ne veut pas qu'il parte, il le tue. Nilsson a l'habitude de fréquenter les pubs homosexuels de Londres. C'est là qu'il trouve ses victimes, la plupart du temps des marginaux qui cherchent de la compagnie, de l'argent ou simplement un lit pour la nuit. L'Irlandais rencontré la nuit de la Saint-Sylvestre, sa première victime, il l'a étranglé à l'aide d'une cravate, puis noyé. Une fois mort, il a nettoyé le corps, l'a séché et habillé de sous-vêtements propres. Après une semaine de vie commune avec le cadavre, Nilsson le dissimule sous son plancher. Une année s'écoule avant le second meurtre. Le 3 décembre 1979, Nilsson se rend au Golden Lion, un pub à Soho, quartier chaud de Londres. Il y rencontre Kenneth O'Candon, un touriste canadien de 23 ans auquel il offre l'hospitalité. Nilsson redoute le moment où le jeune homme devra repartir. O'Candon est en train d'écouter de la musique avec un casque. Nilsson s'approche de lui, entoure le câble du casque autour de son cou et l'étrangle. Puis il lave, sèche et habille le corps. Cette fois, il le prend même en photo. Il installe le cadavre sur un fauteuil, puis au bout de 2 semaines, le cache sous le plancher. Nilsson raconte qu'il a été étonné que personne ne soit venu l'arrêter pour ce crime. Nilsson prétend avoir tué au moins 10 autres jeunes gens au cours des 20 mois qui ont suivi. Il les fait presque toujours boire, puis les étrangle avec une cravate. Ensuite, il prend un bain avec le corps et se masturbe à ses côtés. Billy Sutherland est âgé de 27 ans quand il rencontre Nilsson dans un pub près de Piccadilly Circus. Il a une petite amie et un enfant en Écosse. Mais à Londres, il se prostitue occasionnellement avec des homosexuels pour subsister. Sutherland est l'une des rares victimes de Nilsson dont la disparition a été signalée. C'est sa mère qui prévient la police, laquelle ne remonte pas jusqu'à Nilsson. D'après les souvenirs de Nilsson, Sutherland et lui ont fait la tournée des pubs dans le West End de Londres. Il prétend que l'Écossais ne lui plaisait pas spécialement. S'il l'a emmené chez lui, c'est parce que Sutherland n'avait nulle part où aller. Nilsson ne se souvient pas en détail de ce meurtre. Il l'a tué parce qu'il le trouvait collant.
Nilsson échappe à une arrestation en novembre 1980. Ce soir-là, il fait venir chez lui un certain Douglas Stewart et le fait boire jusqu'à ce qu'il s'endorme, puis le ligote. Mais l'homme se réveille et, sentant qu'on est en train de l'étrangler, il se défend et parvient à s'échapper. Il appelle alors la police, mais celle-ci, considérant qu'il s'agit d'un règlement de compte entre homosexuels, ne juge pas utile d'intervenir. La dernière victime que Nilsson fait à Cricklewood se nomme Malcolm Barlow. Il a 24 ans, ses parents sont morts et il n'a pas d'amis. Épileptique, il passe le plus clair de son temps dans les hôpitaux. Le 17 septembre 1981, Nilsson le trouve affalé sur le trottoir. Il appelle une ambulance. À sa sortie de l'hôpital, Barlow retourne voir l'homme qui s'est si gentiment occupé de lui. Nilsson l'étrangle et le cache sous l'évier de la cuisine le lendemain. Il n'y a en effet plus de place sous le parquet. Déjà 6 cadavres y ont été enfouis. Le 11 février 1983, la police emmène Nilsson à son ancien domicile de Cricklewood et lui demande de montrer où et comment il s'est débarrassé des corps. Nilsson désigne un endroit dans le jardin. Tandis qu'une équipe spécialisée entreprend les fouilles, Nilsson raconte avec fierté sa méthode aux détectives. D'abord, il tranchait les têtes. Ensuite, il retirait les organes. Puis il disséquait les torses. La formation de boucher qu'il a reçue à l'armée s'est avérée très utile. À la nuit tombée, il déposait les sacs en plastique contenant les intestins dans un trou derrière la clôture. Les rats se chargeaient du reste. Il faisait de temps à autre un énorme feu dans lequel il jetait des restes de corps qu'il enveloppait dans de vieux tapis, ainsi que quelques vieux pneus pour dissimuler l'odeur. Il a fait au total 3 feux. Parmi les cendres provenant des corps humains, les enquêteurs parviennent à trouver suffisamment d'os pour que les médecins légistes dénombrent au moins 8 corps. Pour aider les recherches, des élèves policiers sont mobilisés. Un détective donne ici des précisions sur l'avancement des fouilles. Nous avons découvert un petit morceau de mâchoire avec quelques dents dans le jardin derrière la maison. Et ce matin, j'ai trouvé tout un tas de choses, en particulier un important tas d'os humains, et notamment un morceau de fémur d'environ 15 cm. À la question de savoir si les os vont faciliter l'identification des corps, le détective répond. Je ne sais pas, mais il est évident que plus nous en trouverons, plus cela aidera le médecin légiste dans ses conclusions. Le 12 février 1983, les magistrats de Highgate placent Nilsson en détention. Au mois de mars, il est incarcéré dans une cellule du quartier de haute sécurité de la prison de Brixton. Il n'a droit qu'à une demi-heure de promenade quotidienne. Nilsson est tout d'abord défendu par l'avocat Ronald Moss, mais il souhaite se défendre seul et rejette l'aide judiciaire. Pensant que faute avouée est à moitié pardonnée, Nilsson espère que sa coopération avec la police lui procurera un meilleur traitement. Il n'en est rien. Un jour, il agresse un gardien parce que son seau hygiénique n'a pas été vidé. Il écope alors de 56 jours de cachot. Mais revenons quelques années en arrière. C'est en octobre 1981 que Nilsson emménage dans son nouvel appartement de Cranley Gardens, situé au 2e étage de ce bâtiment. Une fois installé, Nilsson retourne dans les rues de Soho. Il fait de nouvelles rencontres, ramène plusieurs hommes chez lui, sans qu'il ne se passe rien. Pourtant, en mars 1982, les meurtres reprennent. La première victime se nomme John Howlett. Ancien soldat de la garde royale, Howlett est costaud et sait se défendre. Il résiste longtemps aux tentatives d'étranglement de Nilsson. Pour achever sa victime, celui-ci doit recourir à la noyade. Il découpe ensuite le corps dans la baignoire et se débarrasse du cœur et des poumons dans la cuvette des WC. Pour finir, il fait fondre la tête, les mains, les pieds et les côtes dans cette marmite qui se trouve maintenant au musée de Scotland Yard.
Plus tard, il dira, le moment le plus excitant, c'était quand je soulevais un corps et que je le portais. C'était l'expression de ma toute-puissance. Les membres désarticulés, celle de la passivité. Plus ils étaient passifs, plus j'étais puissant. Puis il ramène chez lui Graham Allen, un jeune homme de 28 ans venu de Glasgow, et l'étrangle après lui avoir fait à manger. Ce sont les restes d'Allen qui vont boucher les canalisations et révéler les autres crimes. La dernière victime de Nilsson est Stephen Sinclair, un jeune paumé qu'il ramène chez lui le 26 janvier 1983. On voit ici une photo de lui enfant. Punk et drogué, Sinclair arrive de Perth en Écosse. Le souvenir de ce meurtre, commis quelques jours seulement avant son arrestation, est encore tout frais dans la mémoire de Nilsson. En prison, il écrira le récit de sa rencontre avec Sinclair et celui du meurtre. Le soir du 26 janvier 1983, Nilsson ramène donc Sinclair chez lui. Il lui sert à boire et lui donne de la drogue en quantité. Sinclair ne tarde pas à perdre connaissance. Nilsson écrit « C'était quelque chose que je devais faire. Je pensais à toutes ses potentialités, à sa beauté et à toute cette misère qu'était sa vie. Il fallait que ça cesse. » Comme il ne lui reste plus qu'une seule cravate, Nilsson la rallonge à l'aide d'une ficelle et la passe autour du cou de Sinclair. Il tire de toutes ses forces. Je lui parlais, je disais « Stephen, ça ne te fera pas de mal. Il ne peut plus rien t'arriver maintenant. » 2 semaines plus tard, la police trouve le corps de Sinclair entièrement découpé dans l'appartement de Nilsson. Quand ses voisines du dessous apprennent l'arrestation de Nilsson, elles n'en reviennent pas. C'était selon elles un type merveilleux. D'ailleurs, elles avaient l'habitude de l'appeler Nilsson leur chevalier servant. Il faut 8 mois à la police et au procureur pour constituer le dossier qui permet l'ouverture du procès Nilsson. Entre-temps, l'homme comparaît à plusieurs reprises devant le juge et désigne ses avocats. Après avoir refusé l'aide de Maître Moss, Nilsson accepte finalement d'être défendu par un autre avocat. Des observateurs notent la métamorphose qui s'est opérée chez Nilsson depuis le début de son incarcération. Il semble s'être tassé et ratatiné, mais il a l'air de bonne humeur. On l'aperçoit ici, derrière la vitre du fourgon de police, adresser un signe de victoire au photographe. Pendant ce temps, des médecins légistes continuent d'examiner chaque centimètre carré des 2 domiciles où a vécu Nilsson. Les canalisations et les jardins où il a jeté les restes des corps fournissent des indices sur les victimes, mais on ne peut en identifier que quelques-unes. Une unité de la police a été chargée d'identifier le maximum de victimes. Malgré la coopération du bureau des portées disparues de Scotland Yard et les registres d'empreintes digitales, seules 7 victimes sont identifiées au moment du procès, sur les 15 que Nilsson est soupçonné avoir tuées dans ses 2 appartements. L'hôpital universitaire de Londres participe lui aussi à l'identification des restes que Nilsson n'a pas réussi à détruire. D'après des fragments de dentition, l'hôpital parvient à identifier Graham Allen, mais trop tard pour que ce crime figure dans l'acte d'accusation. À l'ouverture du procès, les accusations se limitent donc à 6 meurtres et à 2 tentatives d'assassinat. Maître Hems, l'avocat que Nilsson a finalement retenu, lui conseille de plaider la responsabilité atténuée due à des troubles mentaux. Nilsson a-t-il oui ou non conscience de ses crimes au moment où il les commet? C'est là une des principales questions que va devoir se poser le jury.
Le procès Nilsson débute le 24 octobre 1983 au tribunal d'Old Bailey. L'homicide n'étant mis en doute par personne, le procès soulève la question de la santé mentale de l'accusé et donc de sa responsabilité. Ames tente de faire valoir que si Nilsson est intellectuellement conscient au moment de ses crimes, il souffre par contre d'inconscience affective. Le procureur Alan Green, reprenant les aveux de Nilsson, affirme qu'il tue en pleine conscience, et ce malgré son anormalité qu'il ne juge pas fondamentale. 3 témoins sont appelés pour confirmer que Nilsson a tenté de les tuer. Le premier, Douglas Stewart, raconte qu'il s'est retrouvé ligoté sur la chaise où il s'était endormi, mais qu'il a réussi à se détacher et à s'enfuir. Le second, Paul Nobbs, un jeune étudiant, raconte qu'il a fait des avances à Nilsson dans un pub de Soho, puis qu'ils sont allés chez ce dernier. Là, Nobbs a tellement bu que le lendemain matin, il s'est réveillé avec une gueule de bois et avec les yeux injectés de sang. C'est à l'hôpital qu'on lui a appris qu'il avait été victime d'une tentative de strangulation. Le troisième témoin, Carl Stotter, décrit son supplice. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il était en train de m'étrangler. Je me suis évanoui, avec une drôle d'impression. En fait, je croyais que je m'étais coincé dans le sac de couchage, comme lui-même me le disait, et je pensais qu'il m'aidait à en sortir, mais ce n'était pas le cas. De toute façon, je me suis évanoui et je me souviens vaguement avoir entendu de l'eau couler et qu'on me portait. J'avais très froid, et dans la baignoire, j'ai pensé qu'il devait être en train d'essayer de me noyer. La première fois qu'il avait rencontré Stotter, Nilsson l'avait empêché de se suicider. Il avait ensuite mis toute son énergie à tenter de le tuer pour finalement décider de lui sauver la vie. La défense compte sur le témoignage de 2 psychiatres pour prouver que Nilsson n'est pas responsable de ses actes. Le docteur McKeefe atteste que Nilsson souffre de graves troubles de la personnalité. Le docteur Galway affirme quant à lui que Nilsson souffre de schizophrénie et de paranoïa et qu'il ne peut donc pas reconnaître la gravité de ses actes. L'accusation produit à son tour un témoin en la personne du psychiatre Bowden. Celui-ci explique au jury qu'on ne peut pas parler d'anormalité au sens juridique du terme. C'est ensuite au tour du juge Croom Johnson de formuler sa conclusion. Il y a des gens mauvais qui commettent de mauvaises actions. On peut être mauvais sans être anormal. Et il conclut simplement, on ne peut pas trouver d'excuse pour Nilsson parce qu'il présente des défauts d'ordre moral. Les délibérations du jury commencent le 3 novembre 1983. 2 membres du jury sont incapables de se prononcer sur le degré de responsabilité de Nilsson. Le juge leur demande alors une décision à la majorité. Le lendemain, le jury rend son verdict. Nilsson est responsable et coupable. Il est condamné à la détention à perpétuité. Le juge a sorti la condamnation d'une peine de sûreté de 25 ans. Personne ne sait combien de crimes Nilsson a réellement commis. De son propre aveu, il est le pire serial killer de Grande-Bretagne. Seulement 7 de ses victimes ont été identifiées. L'anonymat des autres victimes rappelle combien il est facile dans nos sociétés modernes, et plus particulièrement dans les grandes villes, de faire disparaître et d'assassiner des marginaux sans que personne ne s'en aperçoive.